Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir et bienvenue aux 20h. Au sommaire de ce journal, les droits de l'homme ne sont pas respectés en Guinée selon un rapport annuel 2020-2021 d'Amnesty International. Le document a été présenté ce mercredi au siège de l'ONG à Conakry. Une première pour notre pays, la loi sur la promotion et la protection des droits des personnes atteintes d'albinisme en Guinée a été adoptée à l'Assemblée nationale. L'Union pour le bien-être des albinos de Guinée va jouir de tous les privilèges résumés dans 7 chapitres. Et puis à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, l'ANSS a dressé le bilan de la Covid-19 et la fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette journée est mise à profit pour parler de la gestion des épidémies dans le monde. Et nous commençons par cette brève. Le Premier ministre Kassori Fofana était devant les députés ce mercredi à l'Assemblée nationale pour présenter la politique générale du gouvernement. Il a fait cas des casses des maisons à Conakry et dans les villes environnantes. Le chef du gouvernement a fait savoir que l'ordre n'est venu ni du président de la République, ni de lui, encore moins du ministère de l'Urbanisme. Et selon lui, le président aurait donné des instructions de récupérer juste les emprises des routes et non détruire les habitations. Il renchérit que lumière sera faite sur cette affaire et des sanctions seront prises contre les auteurs. Et par ailleurs, il a touché le secteur numérique. Il a annoncé l'arrivée prochaine d'un second câble sous-marin dans le cadre de la mise en place du data center guinéen. Kassori Fofana promet aussi de poursuivre le projet d'identification numérique de toutes les personnes vivant sur le territoire guinéen. D'autres secteurs comme celui de la sécurité ou la relance du dialogue national ont fait l'objet de débats. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Nous restons à l'Assemblée nationale qui a adopté la loi sur la promotion et protection des droits des personnes atteintes d'albinisme en Guinée. Une première pour notre pays. Désormais, l'Union pour le bien-être des albinos de Guinée va jouir de tous les privilèges résumés dans 7 chapitres. Comment cette adoption est-elle accueillie dans cette catégorie sociale? Mamadou Sadio Baldé et Abakar Keke Bangoura ont rencontré l'un des promoteurs de cette loi. Suivez. La loi sur la promotion et la protection des droits des personnes atteintes d'albinisme, son adoption hier était vraiment de la joie pour nous. Comme pour exprimer un offre de soulagement, Cabinet Camara traduit la satisfaction de toute une catégorie sociale longtemps opprimée. Les albinos seront désormais protégés contre les crimes rituels, la traite des enfants. Des personnes qui seront prises désormais en train de faire des crimes rituels contre les personnes atteintes d'albinisme, ils sont condamnés à perpétuité. C'est déjà vraiment un ouf de soulagement. Mais aussi, la loi met en garde ces personnes qui utilisent, qui exploitent les enfants atteints d'albinisme à des fins de mendicité. L'accès à la santé, à l'éducation et surtout à l'emploi sont des préoccupations qui hantent l'esprit des albinos en Guinée. Ils sont fragiles, démunis et manquent souvent d'accompagnement. Cette loi fait face également à la situation éducative, à la situation sanitaire, mais aussi à la situation d'emploi des personnes atteintes d'albinisme, parce que beaucoup ont fini les études. L'association n'oublie pas le ministère de l'Action sociale et les partenaires qui ont accompagné et encadré l'Union pour le bien-être des albinos en Guinée. Et le ministère de l'Action sociale, qui a été le département porteur de la loi devant l'Assemblée, a travaillé avec nous, les organisations de défense des droits des personnes atteintes d'albinisme, mais aussi le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous nous sommes battus faire la validation technique. Il reviendra désormais à l'association et les partenaires à contraindre le gouvernement et les autres décideurs à respecter la loi au pied de la lettre. Je vous l'annonçais, Amnesty International vient de publier son rapport annuel 2020-2021 sur les droits humains en Guinée. Et dans ce rapport, l'institution des défenses des droits humains élabore un tableau assez sombre en termes de respect des droits de l'homme en Guinée. Le document a été présenté ce mercredi au siège de l'ONG à Conakry. André Moussi Milimono et Mohamed Alousseni Kamara pour le reportage. C'est un rapport accablant qui vient d'être rendu public sur la Guinée. Selon Amnesty International, la Guinée est classée parmi les mauvais élèves en matière de respect des droits humains. Le rapport annuel 2020 en fait foi.
La pandémie du Covid-19 a été utilisée pour interdire certaines manifestations. On a vu, parce qu'il y avait une délégation de la CEDEAO qui était attendue à Conakry, des manifestations ont été interdites. On a vu dans certaines communes où, soi-disant, pour garantir la paix, et donc on a interdit des manifestations. On a enregistré énormément de cas de mort lors des différentes manifestations et de nombreux blessés qui sont aussi mentionnés dans ce rapport. Un autre volet qui est traité dans ce rapport, c'est le droit à la santé. Dans le même document, l'ONG traite la question des détentions prolongées dans les prisons du pays. Elle estime que les délais de détention provisoire ne sont pas respectés pour certains citoyens qui continuent de croupir dans les maisons de détention. Il y a aujourd'hui des centaines de personnes, certains qui ont été arrêtés depuis février ou mars ou avril 2020. Jusque-là, ça fait bientôt presque un an. Certains sont détenus dans les lieux de détention et qui n'ont jamais été jugés. Et donc cette détention prolongée, pour nous évidemment illégale et tout, donc, et le droit international demande aux États qu'il y a des délais de détention provisoire, ne doivent pas se prolonger éternellement, et donc il y a ce cas aussi qui est traité dans ce rapport. Chaque fois qu'un rapport est rendu public par Amnesty International, des recommandations sont ensuite faites. La Guinée, elle, peine encore à les appliquer. Amnesty a appelé l'État à ouvrir des enquêtes et à publier les résultats de ces enquêtes. Okay? Donc à chaque fois que Amnesty évidemment publie un rapport, il y a des recommandations, et nous, membres d'Amnesty ici, ce que nous faisons, c'est vraiment le plaidoyer pour que ces recommandations soient mises en œuvre. Pour l'heure, le gouvernement guinéen n'a donné aucune réaction par rapport à ce document. La gestion du contentieux électoral était au centre d'une formation en ligne ce matin. Elle est organisée par iFace à l'intention des cadres de la justice et de la CENI. Et il est question de renforcer leurs capacités sur la gestion du contentieux électoral et les normes internationales. Marian Fodé Camara, Abokoria Kourouma pour le compte-rendu. Cet atelier d'échange et de partage qui s'est tenu en ligne en raison de la crise sanitaire que traverse le pays vise les conseillers de la Cour constitutionnelle, des juges assistants et les commissaires de la CENI. Avec une expertise internationale, ces cadres vont échanger sur la gestion et les connaissances des normes internationales pour le contentieux électoral. Cette formation vise à d'abord renforcer les capacités des acteurs cités sur la gestion du contentieux, de nature à s'adapter à la situation du Covid. C'est pourquoi le choix de l'atelier a été un format webinaire pour pouvoir faire participer les gens à tous les niveaux, au niveau international et en Guinée, pour pouvoir faire un droit comparé sur la pratique du droit électoral dans la sous-région, dans les pays francophones et d'autres pays aussi, afin que nos institutions aussi puissent voir quelles sont les meilleures pratiques qu'elles peuvent intégrer dans le cadre de la réforme de nos textes. Des experts internationaux en matière d'élection prennent part à la rencontre. L'un d'eux parle de la spécificité de cette formation. La formation a un caractère assez particulier, une spécificité, c'est qu'elle est internationale. Donc cet atelier va avoir lieu et Dr Wali traitera du contrôle des résultats des élections, veille et contrôle des résultats des élections par les cours constitutionnels dans l'espace francophone de la CEDEAO. Et Mme Tiffaine Roblo parlera des normes internationales qui sont prévues par iFace. Organisés à l'intention des cadres judiciaires, les participants échangeront aussi sur le thème comme veille et contrôle pour mieux préparer les élections prochaines. Un reportage de Marian Fodé Camara. Nous parlons santé à présent dans ce journal. Ce mercredi marque la journée mondiale de la santé, une occasion mise à profit pour faire le bilan de la gestion des épidémies qui sévissent dans le monde depuis un certain moment. Pour un monde plus juste, en meilleure santé, c'est le thème de cette année. Et pour l'occasion, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a, dans un entretien accordé à notre rédaction, dressé le bilan de la Covid et la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévissent dans le pays depuis plusieurs mois. Le point de la situation avec Ali Badara Camara et Ibrahima Souri Camara.
Le 12 mars 2020, la Guinée a enregistré le premier cas de Covid après avoir testé une femme en provenance de l'Europe. De ce cas, la chaîne de contamination a suivi son chemin. 13 mois après, aujourd'hui, ce sont 20 554 personnes qui ont été testées positives à la Covid-19. 18 300 personnes déclarées guéries et 131 décès hospitaliers selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et notre système a pu détecter cette dame qui est arrivée à l'aéroport de Conakry qui provenait de l'Europe, donc qui a été testée positive. Donc depuis ce 12 mars jusqu'à maintenant, nous avons 20 554 personnes qui ont été testées positives. Et malheureusement, on a enregistré 131 décès. Cependant, il y a 18 300 personnes qui sont sorties guéries. Donc notre taux de guérison est autour de 89%. À date, 836 personnes seraient hospitalisées dans les différents centres de traitement épidémiologique de la capitale et à l'intérieur du pays. 67 000 personnes ont reçu les premières doses de vaccins Sinopharm et Sputnik V. 7 544 personnes ont reçu les 2 doses. Et jusqu'à hier, on avait vacciné plus de 67 000 personnes avec la première dose. Et il y a 7 000 et quelques personnes qui ont reçu déjà les 2 doses, quel que soit le type de vaccin. Parce que ce qu'il faut noter ici, certains pourraient dire mais quand on prend le Sputnik V comme première dose, la deuxième dose va être le même type de vaccin. Pour ce qui est de la fièvre hémorragique qui a ressurgi depuis février en Guinée forestière, 14 cas ont été confirmés, soit 9 personnes déclarées guéries et 5 décès, auxquels s'ajoutent les 2 cas confirmés de la sous-préfecture de Sulunta, dont un cas positif serait en fuite. 1er avril, nos équipes ont suspecté un étudiant en santé qui faisait des signes et qui avait participé à des funérailles dans son village, dans lequel il y a eu 3 décès successifs. Donc il a été testé positif. Il était isolé à l'hôpital régional de Zérékoré. Donc son prélèvement a été fait, le test réalisé par le laboratoire régional de Zérékoré. Le test s'est révélé positif. Mais malheureusement, ce qui s'est passé avant son transfert dans le centre de traitement des épidémies de Zérékoré, il a trompé l'attention de nos équipes parce qu'il est sorti de sa chambre d'hospitalisation de l'hôpital régional pour aller à la toilette, soit disant qu'il va se mettre à l'aise. Donc depuis lors, il n'a pas été retrouvé par nos équipes. La vaccination des ceintures se poursuit à Zérékoré et à Conakry. 5 425 personnes ont été vaccinées contre la fièvre hémorragique. Mais dans le sud du pays, la campagne de vaccination se heurte à une réticence de la part des populations, ce qui rend encore beaucoup plus compliqué le suivi des sujets atteints par le virus. On parle sport à présent dans ce journal. On vous l'annonçait hier, le secrétaire général de l'ASK, Aboubacar Touré, est candidat à la présidence de la FEGIFOOT. Après avoir déposé ses dossiers de candidature mardi, il a conféré avec la presse cet après-midi pour donner ses motivations et ses ambitions pour le football guinéen. C'est un reportage de Mamadou Boiba et Aboubacar Keke Bangora rendu par Yaya Demba Kamara. Le secrétaire général de l'association sportive de Kalem depuis plus de 10 ans, Aboubacar Touré estime qu'il est temps de mettre son expérience à la disposition du football guinéen. Depuis 10 ans, je suis dans ce milieu. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'ai atteint un niveau où il faut vraiment aller à un autre palier. Et ce palier-là, c'est quoi? C'est à la FEGIFOOT. J'ai impressionné la sous-région. Et j'ai eu la chance de coopérer, de discuter avec certains de mes homologues secrétaires généraux. Cela me permet aujourd'hui vraiment de briguer à cette présidence. Le candidat dit avoir un bon programme axé sur la bonne gouvernance et la formation. Il couvre aussi bien l'administration que les clubs. La bonne gouvernance. Le deuxième, c'est pratiquement l'investissement au niveau de la formation. Ça, c'est tant au niveau de l'administration fédérale qu'au niveau des clubs. Maintenant, le troisième axe, c'est la professionnalisation du championnat guinéen. Le quatrième axe, c'est le développement des infrastructures. Maintenant, le dernier, c'est la promotion du football féminin. Touré a manifesté son intention de briguer la présidence de la FEGIFOOT au lendemain du désistement des KPC. Pour certains observateurs,
il fait juste de la figuration ou agit au compte de Super V, l'ancien président de la FEGIFOOT. C'est en toute responsabilité que j'ai pris la décision de briguer à la présidence de la FEGIFOOT. Il faudrait que les jeunes osent. Dans les conditions normales, c'est notre génération qui devait aujourd'hui gérer cette FEGIFOOT. Ce n'est pas sorcier, comme je l'ai dit tantôt. Donc, je ne peux pas être marionnette de Super V. Je l'ai dit, qu'on aime Super V ou pas, Super V est une personne ressource. Aboubacar Touré compte sur ses propres fonds et l'appui de ses amis pour financer sa campagne. L'université Victor Hugo se distingue par sa stratégie dans la formation des étudiants en fonction des offres d'emploi. Dans le marché, les étudiants sont formés, offres d'emploi ou pas. Les 68 nouveaux diplômés, toutes options confondues, se disent prêts à expérimenter des projets montés. Ils l'ont dit à Mamadou Sadio Baldé et Djibril Kamara qui nous signent ce public reportage. L'université Victor Hugo se distingue par l'orientation des étudiants en fonction des demandes d'emploi sur le marché. Avant même la fin de la formation des étudiants, ils auront effectué des stages de formation. Une stratégie coûteuse mais payante. Bon, moi je dirais qu'on ne fait pas des études juste pour avoir des diplômes. Ce n'est pas pour avoir des papiers, mais c'est pour avoir des compétences qui sont demandées sur le marché. Et nous, à l'École supérieure de commerce et de gestion, on a fait des enquêtes de terrain avec les entreprises. On a vu les domaines dans lesquels on est obligé d'aller chercher à l'étranger. Par exemple, quand vous prenez marketing, communication, en général, tout le monde va économie, gestion. Des études de terrain ont montré que la quasi-totalité des étudiants diplômés de cette université ont trouvé de l'emploi, comme le confirme le recteur. Nous avons fait un sondage des étudiants sortants, d'abord de master, où 100% de ceux qui n'étaient pas en situation d'emploi ont déjà trouvé un emploi. Les étudiants ont le moral gonflé et l'espoir grand. Le problème d'emploi ne se posera pas de toutes les façons. Certaines ont mûri des projets et il ne reste que des financements pour se lancer dans la vie active. Ce que j'ai appris ici à Victor Hugo, je suis sûre et certaine que je vais avoir de l'emploi. Si je n'arrive pas à trouver de l'emploi maintenant là, je compte entreprendre parce que déjà j'ai des projets dans la tête que je compte développer et enrichir dans le futur. La première promotion de licence ESTG, la 6e promotion BTS et la 7e promotion GYM se disent toutes prêtes à affronter le marché de l'emploi. Il y a 3 ans de cela, nous arrivions à l'université Victor Hugo, comparable à des fœtus affamés de connaissances. Aujourd'hui, cette prestigieuse université rend à la société des hommes et des femmes intellectuellement mûrs. Ces étudiants sortants, venus divers horizons, vous disent par ma voix qu'ils sont prêts à compétir avec les professionnels du reste du monde. Avec le système LMD, l'université Victor Hugo comprend bien et prépare ses diplômes à d'éventuelles études post-universitaires. Et c'est la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur Espace TV Guinée.info. Prochain point avec l'actualité à 22h avec Mafoudia Bangora. Bonne soirée chez vous.